Je m'appelle Catherine Sanders. J'ai eu 32 ans au printemps dernier, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai toujours su exactement quelle était ma place dans la famille, derrière ma sœur. Rachel, ma sœur aînée de 3 ans, était l'enfant doré. C'était elle qui recevait les sourires, les compliments, les doubles portions, et la meilleure chambre. Elle faisait tout comme il fallait, du moins selon nos parents. Elle s'est mariée à 24 ans, a eu 2 garçons à 27, cuisinait des gratins faits maison et envoyait ses cartes de Noël dès septembre. Et moi? Je suis restée célibataire, je me suis concentrée sur ma carrière, et je louais un appartement tranquille de l'autre côté de la ville où personne ne me demandait pourquoi je ne m'étais toujours pas rangée. J'avais un 401K, un compte retraite Roth IRA et aucune intention de demander de l'aide à qui que ce soit. Apparemment, tout ça ne compte pas quand on ne porte pas d'alliance. Mes parents, Linda et Jerry, ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leurs questions étaient toujours lourdes de sous-entendus. Et tu ne veux pas d'enfant avant qu'il ne soit trop tard? Les garçons de ta sœur grandissent si vite. Dommage qu'il n'ait pas de cousin. Tu vis toujours dans ce même appartement, hein? J'avais appris à hocher la tête et à changer de sujet. Pendant longtemps, j'ai cru qu'en travaillant assez dur, il finirait par me voir comme il voyait Rachel. Mais la vérité s'est installée lentement, comme la poussière qu'on finit par ne plus remarquer sur les étagères. Je n'étais pas la fille dont il se vantait. J'étais celle dont il pensait qu'elle irait bien quoi qu'il arrive. Et pourtant, je ne me suis jamais plainte. Je venais pendant les fêtes, j'aidais à réparer le Wi-Fi, j'apportais du vin, et j'oubliais les anniversaires y compris le mien. Et pour la plupart du temps, je gardais mes distances. C'était plus sûr ainsi. À l'époque, je ne savais pas encore que garder ces distances ne suffirait pas. Qu'un jour, ils essaieraient de m'attirer si fort à eux que j'aurais du mal à me reconnaître. La vie soi-disant parfaite de Rachel a commencé à s'effondrer comme de la porcelaine fine, doucement au début, puis d'un seul coup. Son mari David la trompait depuis des années. Elle a découvert les messages par hasard ou peut-être était-elle enfin prête à ne plus faire semblant de ne pas voir ce qui était évident. Quand elle a demandé le divorce, personne ne l'a blâmée, même pas nos parents. David a disparu peu après. Plus de pension alimentaire, pas d'excuses, juste plus rien. Rachel s'est retrouvée seule avec 2 garçons, Ethan et Jamie, et une pile de factures qu'elle ne pouvait pas assumer seule. Nos parents étaient pleins de bonnes paroles, mais leurs économies étaient bloquées dans leur retraite et leurs souvenirs. Rachel a emménagé dans un petit appartement de 2 pièces où les garçons partageaient une chambre et où le papier peint se décollait dans les coins. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai payé l'acompte de son avocat. J'ai couvert 6 mois de loyer quand ses heures à mi-temps au centre communautaire ne suffisaient pas. J'ai même gardé les enfants quelques week-ends pour qu'elles puissent souffler un peu. Je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais rien attendu en retour. J'aimais mes neveux. Et Rachel, malgré tout ce qu'elle avait pu représenter avant, avait l'air brisé comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de demander de l'aide et qui détestait en avoir besoin. Je pensais tout de même que nos parents allaient enfin ouvrir les yeux. Qu'ils comprendraient, cette fois, que ce n'était pas moi qui avais quelque chose à prouver. Mais non. Au contraire, chaque conversation avec maman commençait par une mise à jour sur la douleur de Rachel, suivie d'une question sur ma vie amoureuse. Je restais silencieuse, j'aidais comme je pouvais, et je me disais qu'être en famille, c'était aussi ça, être présente, même quand on est fatigué d'être invisible. Mais le problème quand on est toujours celle sur qui on peut compter, c'est que les autres finissent par croire que votre aide n'est pas un cadeau mais un dû. C'était un mercredi quand ma mère a appelé. Catherine, ma chérie, on a une si bonne nouvelle. Tu peux passer ce soir? Sa voix avait une légèreté que je n'avais plus entendue depuis des mois, peut-être des années. J'ai cru, l'espace d'un instant, que David avait refait surface, que le tribunal l'avait enfin retrouvé, ou que la vie de Rachel avait pris un tournant. C'est à propos des garçons? De la pension, ai-je demandé. Non, non, encore mieux, a-t-elle répondu. Viens simplement. Ton père est déjà à la maison, et Rachel sera là aussi. J'ai traversé la ville après le travail, fatiguée mais curieuse. Il y avait quelque chose de faux dans son ton trop préparé, trop fluide. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas exagérer. Peut-être que, pour une fois, c'était vraiment une bonne nouvelle. Quand je suis entrée dans le salon, ils étaient déjà installés. Papa dans son fauteuil inclinable, maman assise bien droite au bord du canapé, Rachel à côté d'elle, souriant nerveusement. Sur la table basse, une pochette cartonnée de couleur beige. La voilà, a dit papa en se levant pour me serrer dans ses bras, avant de me tendre la pochette. Regarde un peu ça. À l'intérieur, une pile de documents remplis de jargon juridique et de logos immobiliers. Tout en haut,
Un contrat de prêt hypothécaire. C'est quoi, ça, ai-je demandé. C'est pour la nouvelle maison de Rachel, s'est exclamée maman, rayonnante. Nous avons utilisé la majorité de nos économies et une partie de la retraite pour l'apport initial. N'est-ce pas merveilleux? J'ai cligné des yeux. Vous avez acheté une maison? Oui, a-t-elle dit. Une très jolie maison. 3 chambres, un grand jardin pour les garçons. Ils ont besoin de stabilité. Cet appartement ne suffit plus. Je regardai Rachel, qui hocha légèrement la tête mais ne dit rien. C'est super, dis-je sincèrement. Les garçons vont adorer. Je commençai à lui rendre la pochette. Non, non, c'est pour toi, dit maman en me la repoussant. Comment ça, pour moi? Papa s'éclaircit la gorge. On en a discuté en famille, et on a décidé que tu reprendrais le prêt hypothécaire. Tu économises depuis des années. Tu peux faire les versements sans problème. Rachel ne peut pas se le permettre, ajouta maman doucement. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais les garçons ont besoin de ça. La pièce se figea. Je sentis tous les regards braqués sur moi. Vous me demandez de payer la maison de Rachel, demandai-je. Rachel évitait toujours mon regard. Et depuis que David est parti, je n'ai plus rien, murmura-t-elle. Je ne peux pas leur offrir ce dont ils ont besoin sans aide. Je regardai de nouveau le prêt. Le montant était vertigineux. J'ai déjà payé son divorce, dis-je doucement, et 6 mois de loyer. J'économise depuis 10 ans pour ma propre maison. Ma chérie, dit maman en attrapant ma main, nous t'avons élevée. On a tant fait pour toi. Ce serait le moment de redonner un peu, non? Je me levai, le cœur battant. Vous avez acheté une maison en sachant qu'elle ne pouvait pas la payer parce que vous avez supposé que je le ferais. Papa ne le nia pas, tu n'as ni mari ni enfant, dit-il froidement. Je ne le ferai pas, répondis-je. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la manipulation. Je laissai la pochette fermée sur la table et sortis avant de me mettre à hurler. Je pensais qu'ils allaient se calmer. Je me disais qu'ils finiraient par comprendre à quel point tout cela était absurde, que demander à sa fille célibataire de payer la maison de sa sœur n'était pas quelque chose que la majorité des gens approuveraient. Je me trompais. Le premier appel arriva le samedi suivant, de ma cousine Tiffany, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis l'enterrement de grand-père. April m'a raconté ce qui s'est passé, dit-elle. Pas de bonjour, pas de pause. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froide. Pardon, demandai-je. Rachel est une mère célibataire, Catherine. Ces garçons sont tes neveux. Tu es assise sur tout cet argent et tu refuses d'aider. Je m'accrochai au comptoir. Tiffany, tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez. La famille aide la famille. Avant que je puisse répondre, elle ajouta, Rachel ferait la même chose pour toi. J'ai failli rire d'un rire amer, incontrôlé. Non, elle ne le ferait pas, dis-je calmement. Tu es incroyable, cracha-t-elle, puis raccrocha. Les messages commencèrent ensuite. Puis des messages vocaux de personnes que je connaissais à peine. Oncle Don, Jessica, une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous s'y mirent. Les messages se confondaient les uns avec les autres. Tu es égoïste. Ils t'ont élevé. Elle a des enfants. Pas toi. Ce qui me frappait le plus, ce n'était pas la colère. C'était la certitude. Comme s'ils savaient, sans l'ombre d'un doute, que j'avais tort, que, parce que je n'avais pas fondé ma propre famille, j'étais maintenant une cible facile pour financer celle de quelqu'un d'autre. Le pire vint de tante Pat, la sœur aînée de ma mère. Elle appela pendant le dîner. Je veux juste te faire entendre raison, dit-elle d'un ton mielleux qu'elle avait perfectionné au fil des années. Tu ne rajeunis pas, Catherine. Qui sait si tu auras un jour des enfants? Au moins, de cette façon, tu contribuerais à l'avenir de ta famille. Donc parce que je suis célibataire, dis-je, je dois une maison à Rachel? Ne sois pas dramatique. Ils ont besoin d'aide, et toi, eh bien, tu es en position d'en donner. Ce soir-là, je bloquai un à un tous les numéros qui s'étaient manifestés. S'ils ne pouvaient pas respecter mes limites, ils ne méritaient pas ma paix. Et au fond de moi, je savais quelque chose que je n'avais pas voulu admettre, ce n'était pas à propos de la maison. Ça ne l'avait jamais été. 2 mois passèrent. Je n'eus plus de nouvelles de mes parents, de Rachel, ni de personnes que je n'avais pas déjà bloquées. Je me plongeais dans le travail, je faisais des promenades matinales, et je laissais le silence devenir quelque chose qui ressemblait à la paix. Puis l'enveloppe arriva. C'était un jeudi. Elle était épaisse, avec un air officiel.
Je pensais d'abord à des documents d'assurance, mais quand je l'ouvris, mon estomac se noua. Ils me poursuivaient en justice. Linda et Jerry Sanders. Mes parents avaient déposé une plainte civile officielle. Ils demandaient 350 000 $ de remboursement pour les frais liés à l'éducation de Catherine Sanders. Je la lus 2 fois, 3 fois. Chaque ligne était plus froide que la précédente. Ils y listaient nourriture, vêtements, éducation. Il y avait même une section intitulée « Soutien émotionnel pendant l'adolescence » que je ne pouvais pas lire sans rire. Ils avaient même essayé de compter les vacances quand j'avais 6 ans. Et à la fin, noir sur blanc, fonds à utiliser pour solder l'hypothèque de la propriété Sanders, achetée pour Rachel Sanders et ses enfants mineurs. Ils n'étaient pas subtils. Ils ne faisaient même pas semblant que cela relevait d'un principe. J'ai contacté la meilleure avocate que je pouvais trouver. Jennifer Madison m'a rencontré dès le lendemain. Elle portait des lunettes, parlait comme quelqu'un qui en avait vu d'autres, et n'a pas scié une seule fois pendant que je lui expliquais tout. Ils n'ont aucun droit légal sur votre argent, dit-elle sèchement en feuilletant le dossier. Les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs. Il n'existe aucune attente juridique de remboursement. Alors pourquoi me poursuivre, demandai-je. Jennifer haussa les épaules. C'est une tactique de pression. Ils pensent que vous allez céder pour éviter le tribunal, ou bien ils croient sincèrement que vous leur devez quelque chose. Je me sentis engourdie, puis en colère, puis honteuse de ressentir l'un ou l'autre. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai tout rassemblé. La preuve des 7 200 $ que j'avais payés pour le loyer de Rachel, le chèque de 5 500 $ pour son avocate de divorce, les virements bancaires que j'avais faits à mes parents au fil des années, 5 cents $ ici, 1000 là. Des textos de ma mère me demandant, juste un petit coup de main, quand la pension de papa ne suffisait pas. J'ai retrouvé des reçus dont je ne me souvenais plus, extraits des relevés d'anciens comptes email. Chaque ligne était un souvenir que je n'avais pas demandé à revisiter. Le jour de l'audience, je portais un pantalon gris et un chemisier que ma grand-mère m'avait offert des années auparavant. Je n'avais pris que l'essentiel, et Walter et Maggie, mes grands-parents, étaient venus, défiant silencieusement leur propre fille. « Ce qu'ils font n'est pas juste », murmura grand-mère. « Mais tu le sais déjà. » En face, mes parents étaient assis avec Rachel entre eux. Elle regardait partout sauf vers moi. Je me suis dit de respirer, de ne pas espérer. Ce n'était pas une question de changer leur avis. C'était une question de prouver que le mien comptait encore. La salle d'audience était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être en plein été. Les murs étaient beiges, la moquette fine. Je me souviens avoir pensé, qui a choisi ces chaises en plastique dur, rigides, comme si elles étaient faites pour punir l'attente. Mes parents étaient à gauche, Rachel entre eux, des tantes et oncles derrière, des gens qui ne m'avaient pas renvoyé une carte d'anniversaire depuis des années, maintenant là pour soutenir la famille. De mon côté, il n'y avait que 2 personnes, Papy Walt et Mamie Maggie. Elle portait une broche que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Quand elle s'est penchée pour me serrer la main, j'ai failli craquer. Puis le juge est entré. Il avait l'air dans la soixantaine, les tempes grisonnantes, ses lunettes basses sur le nez. Le genre d'homme qui ne se presse pas pour parler parce qu'il a déjà entendu tous les mensonges possibles. Mon père se leva le premier. « Votre honneur, commença-t-il, nous ne sommes pas des gens déraisonnables, mais nous avons investi notre vie, notre argent, notre temps à élever Catherine. Nous demandons seulement une petite partie de cela pour aider notre autre fille et ses enfants. » Le juge ne broncha pas. « Concrètement, dit-il en tournant une page, combien avez-vous dépensé pour ces études après ces 18 ans ?» Maman et papa échangèrent un regard. Papa s'éclaircit la gorge. Eh bien, à ce moment-là, Rachel venait de se marier. Nous l'aidions, elle et son mari, à s'installer. Donc, précisa le juge, vous n'avez pas contribué aux frais de scolarité de la défenderesse ? Non, dit maman rapidement. Mais ma mère, la grand-mère de Catherine, l'a fait. Et puisque c'est ma mère, on peut dire que nous avons contribué indirectement. Derrière moi, grand-mère poussa un léger soupir de mépris. Jennifer se leva, calme et méthodique. Votre honneur, nous avons des documents prouvant que mademoiselle Sanders est financièrement indépendante depuis l'âge de 18 ans. En outre, elle a apporté un soutien financier répété à ses parents ainsi qu'à sa sœur. Elle tendit le dossier virement bancaire, reçu, courriel. Cela comprend 7 200 $ pour les loyers de sa sœur, 5 500 $ pour son avocate de divorce, et plusieurs virements directs à ses parents durant des périodes de difficultés financières. Le juge examina le tout en silence, puis leva les yeux. Donc la défenderesse ne recevait pas de soutien, mais en donnait ? Exact, dit Jennifer.
Ma mère se tortilla sur sa chaise. Cet argent n'est pas pertinent, dit-elle. On parle du coût pour l'élever, nourriture, logement, encadrement émotionnel. Pourquoi exactement, demanda le juge, avez-vous besoin de 350 000 $ maintenant? Maman hésita. Elle regarda Rachel. Pour aider Rachel à rembourser l'hypothèque, dit-elle doucement. Silence. Même oncle Don sembla mal à l'aise derrière elle. Le juge se tourna vers Rachel. Mademoiselle Sanders, pensez-vous que votre sœur devrait être responsable de votre prêt immobilier? Rachel leva enfin les yeux. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Moi, si. Et cela crée une obligation financière, demanda-t-il. On est une famille. Le juge haussa un sourcil. Je ne suis pas mariée non plus. Dois-je payer le loyer de mon greffier ou les frais de garde de mes agents de sécurité? Rachel cligna des yeux. Ne répondit rien. Le juge se tourna de nouveau vers mes parents. Avez-vous soutenu financièrement Catherine après qu'elle soit devenue adulte? Nous aidions Rachel, répéta papa. Donc vous avez privilégié une fille plutôt qu'une autre. Il le dit simplement. Sans accusation. Juste un fait. Ils ne répondirent pas. Pendant 1 heure, il posa des questions difficiles. Pas cruelles, mais implacables. Pourquoi pensait-il que je paierais? Pourquoi acheter une maison en sachant que Rachel ne pourrait pas la financer? Pourquoi lier l'aide à la culpabilité et la culpabilité à la dette? Ils ont donné des réponses qui s'effondraient sous leur propre poids. Quand nous sommes sortis, grand-mère fut la première à me serrer dans ses bras. Tu as été solide, dit-elle. Bien plus que je ne peux en dire pour quiconque dans cette pièce. Je ne savais pas si j'avais gagné. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qu'on jugeait. Le verdict arriva 1 semaine plus tard. La salle d'audience semblait plus petite cette fois. Peut-être parce que j'y respirais enfin. Le juge ne perdit pas de temps. Après avoir examiné les preuves, je considère que la plainte des plaignants est infondée. Monsieur et Madame Sanders, la responsabilité financière d'élever un enfant ne donne pas droit à un remboursement une fois que cet enfant devient adulte. Il baissa les yeux vers ses notes, puis les releva. En réalité, les preuves suggèrent que Mademoiselle Catherine Sanders a déjà fourni un soutien financier significatif à vous deux ainsi qu'à sa sœur. Puis, calmement mais sans ménagement, honnêtement, je trouve votre comportement envers votre fille audacieux et décevant. Affaire classée. Comme ça. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là pendant que Jennifer souriait, que grand-mère me serrait le bras et que grand-père murmurait « Tu es libre ». Je pensais que c'était fini. Ce ne l'était pas. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mamie. « Ta mère est passée hier, dit-elle, la voix fatiguée. Elle nous a demandé de lui verser son héritage en avance. » Pourquoi faire, demandai-je, même si je savais déjà. Pour rembourser l'hypothèque de Rachel, dit-elle. Je me suis assise. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que nous n'avions pas encore décidé de la répartition. Que le testament nous appartenait à gérer. Elle s'est fâchée? Non, dit mamie. Elle a pleuré. Elle nous a supplié de ne pas la déshériter. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, qu'elle ait demandé, ou qu'elle ait pleuré pour de l'argent, pas pour moi. Les mois passèrent, silencieux. J'ai acheté une petite maison, rien de grand, mais à moi. J'ai peint la cuisine en jaune, planté des tomates, et adopté un chat gris qui dormait chaque nuit à côté de mon ordinateur portable. Rachel a loué sa maison et est retournée vivre chez nos parents. Maman gardait les enfants pendant que Rachel travaillait. D'une façon ou d'une autre, ils s'en sont sortis. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. Puis, presque 1 an après le procès, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Pas d'objet. Juste ceci. On a entendu dire que tu avais acheté une maison. Puisque tu as maintenant de l'espace en plus, nous pensons qu'il serait préférable que Rachel et les garçons emménagent chez toi. Ce serait bien plus pratique pour eux là-bas. Dis-nous quand ils peuvent venir. Avec amour, maman et papa. Je l'ai lu 2 fois. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai simplement répondu. Je n'accueillerai ni Rachel ni les garçons. Si vous me contactez à nouveau avec ce genre de demande, je signalerai le harcèlement à la police. Ne m'écrivez plus. Puis j'ai cliqué sur envoyer, bloqué l'adresse, et préparé du thé. Aujourd'hui, ma maison sent le basilic frais et le café. Le char marble, gris et grave, s'assoit sur le rebord de la fenêtre presque tous les matins,
à observer les oiseaux qu'il ne poursuivra jamais. J'ai peint la cuisine en jaune comme je l'avais toujours dit, et les tomates dans le jardin commencent enfin à mûrir. C'est calme ici. Pas de voix qui s'élève, pas de questions auxquelles je ne veux pas répondre. Mamie et papy viennent souvent. Ils apportent des tartes ou de vieux articles de journaux qu'ils pensent que j'aimerais. Papy m'aide à nettoyer les gouttières. Mamie me rappelle encore de bien fermer les fenêtres la nuit, même si j'ai un système d'alarme. Ils ne parlent pas de mes parents à moins que je le demande. Et je le fais rarement. Un dimanche, alors qu'on était assises sur la balançoire du porche, Mamie dit. Ta mère parle encore de toi, elle dit toujours que tu as abandonné Rachel. Je n'ai rien répondu. Ta tante Pat lui a dit d'arrêter d'en parler aux réunions de famille, dit-elle. Personne ne veut plus entendre ça. Ça m'a fait sourire. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'ils pensent toujours que j'ai échoué à une sorte d'épreuve silencieuse de loyauté. Que j'aurais dû intervenir, même si cela voulait dire abandonner tout ce que j'avais construit. Mais je sais aussi ceci, je dors mieux maintenant. D'après ce que j'entends, Rachel vit toujours chez nos parents, louant la maison pour couvrir l'hypothèque. Les garçons grandissent vite. Je ne les ai pas vus depuis plus d'1 an. Parfois je me demande ce qu'on leur a raconté. Parfois je me demande s'ils me contacteront un jour, mais je ne les attends pas. Je fréquente quelqu'un, Marc, gentil, avec un rire qui donne l'impression qu'il y a de la place pour respirer. Il ne me pose pas de questions sur ma famille. Pas encore. Et je n'en parle pas non plus. Certains liens n'ont pas besoin d'être expliqués. Certains liens n'ont pas besoin d'être réparés. De temps en temps, je ressens ce pincement de ce qui aurait pu être. S'il m'avait un jour vu comme plus que des pièces de rechange. Si l'amour n'était pas toujours accompagné de clauses en petits caractères. Mais je ne regrette plus d'avoir dit non. Plus maintenant. Parce que la paix, j'ai appris que ça ne se donne pas. Ça se prend.